Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, 8h33 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et nous commencerons cette revue par le Haaretz et par le site Ynet qui est en couverture se penche sur une interview qui a été accordée par le président américain Donald Trump au Washington Post. Dans cette interview, Donald Trump affirme, et nous en avons parlé il y a quelques instants avec Avi Pazner, qu'Israël est l'une des raisons majeures du maintien des forces américaines au Proche-Orient. Nous n'avons plus besoin de rester au Proche-Orient, si ce n'est qu'à cause de la présence de l'État d'Israël. Nous produisions plus de pétrole qu'auparavant et nous n'avons donc pas besoin de rester dans cette région, a expliqué le président américain aux journalistes donc, du Washington Post qu'il interviewait au cours de ce même entretien. Le président Trump a également évoqué la tension renouvelée entre la Russie et l'Ukraine et il a menacé d'annuler sa prochaine rencontre avec Vladimir Poutine en marge des travaux du G20 qui doivent débuter en fin de semaine à Buenos Aires. Le Israël Hayom nous annonce que lors d'une convention organisée par le ministère israélien des Affaires étrangères, Tzipi Hotobelli, la vice-ministre qui est toujours en poste, s'en est pris vivement à l'UNRWA devant un parterre d'ambassadeurs en poste en Israël. Hotobelli a déclaré: l'UNRWA perpétue le mythe des fake réfugiés, des faux réfugiés, et vos pays doivent cesser de financer cette organisation. Elle a également proposé des modèles de traitement du dossier des réfugiés palestiniens par l'État d'Israël. Tzipi Hotobelli a également déclaré aux ambassadeurs: selon l'État d'Israël, l'UNRWA est le problème, pas la solution. Dans les quotidiens israéliens, une page politique très marquée ce matin. Le Israël Hayom cite un ministre très influent dans le gouvernement qui a tenu à conserver l'anonymat, mais qui admet que la coalition gouvernementale est en train de s'effriter. C'est la raison pour laquelle l'État d'Israël a demandé hier à la Cour suprême une prolongation de 4 mois du délai qui lui avait été accordé pour amender la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. C'est Binyamin Netanyahou lui-même qui a fait cette demande à la Cour suprême. Selon ce ministre anonyme, il n'y a pas de solution à la loi sur l'enrôlement. Et d'ailleurs, les journaux annoncent que le parti Meretz a l'intention de déposer dès aujourd'hui un projet de loi de dissolution du Parlement israélien. Il faudra voir si ce projet de loi sera voté en première lecture, ce qui pourrait déjà effriter plus encore, on va dire, la coalition gouvernementale. Au sein de l'opposition, on sent que cette coalition est instable et l'on veut en profiter pour présenter donc des projets de loi qui peuvent l'embarrasser, comme par exemple l'annulation de la loi sur la fermeture des supermarchés durant le Shabbat. À propos de loi et de vote de ces projets de loi, Chaim Schlein écrit dans le Israël Hayom, il revient sur le vote possible de la loi Sahar, la fameuse loi Sahar, et il explique que c'est la volonté du peuple de veiller à ce que le président de l'État décide au lendemain d'élections anticipées ou d'élections législatives de confier au chef du plus grand parti le soin de former une coalition gouvernementale. Il est inimaginable, écrit Chaim Schlein, que dans une démocratie comme Israël, une carence dans la loi puisse permettre à une manipulation politique qui puisse aller à l'encontre de la volonté du peuple. Tous les quotidiens et les journaux télévisés d'hier soir reviennent sur la visite historique du président tchadien Idriss Déby en Israël, une visite qui s'est terminée hier par une ultime rencontre entre le président tchadien et le premier ministre israélien Netanyahou. Au cours de ce troisième entretien, les deux leaders ont convenu que M. Netanyahou allait effectuer dans un navire proche une visite officielle au Tchad et que c'est dans le cadre de cette visite que les relations diplomatiques entre les deux pays seront officiellement rétablies. Lors de cette rencontre, Idriss Déby a également déclaré à M. Netanyahou qu'il avait vu durant sa visite d'impressionnantes réalisations de la part de l'État d'Israël, que ce qu'il avait vu l'avait beaucoup intéressé, qu'il souhaitait donc consolider ses liens avec l'État d'Israël, en particulier dans les domaines de la lutte antiterroriste, mais également dans divers secteurs de haute technologie, dans l'industrie, l'agriculture, la santé et l'eau. Ceci étant, les journaux mentionnent également en évidence ce matin l'inauguration hier à Jérusalem de la Maison de la Culture tchèque par le président tchèque Miloš Zeman. Celui-ci a réitéré son amitié indéfectible à l'État d'Israël et il a mis l'espoir que lors de sa prochaine visite en Israël, il pourra lui-même inaugurer l'ambassade de Tchéquie à Jérusalem. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui l'a accompagné, a répété qu'Israël n'avait pas d'amis plus proches que la Tchéquie en Europe.
Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à un scoop. Il porte le nom de Metsudat Tzion, le fort de Tzion. Et il s'agit du nouvel abri blindé de la défense nationale où se géreront désormais tous les conflits et opérations militaires de l'armée israélienne. C'est ce que l'on appelle couramment en hébreu le bor, le puits. Il est situé sous le ministère israélien de la Défense, dans l'enceinte de la Kiria, au cœur de Tel Aviv. Ce sera, écrit le journal, le futur centre névralgique de l'État d'Israël où sera installé le quartier général central de l'armée israélienne. Ce bor permettra au chef d'état-major et en particulier au prochain chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, de contrôler en temps réel des combats sur plusieurs fronts. Les sites d'information nous annoncent que les ambassadeurs d'Israël à l'étranger sont actuellement furieux. Ils ont en effet découvert par hasard que leur dernier salaire avait été affecté, diminué en raison d'une taxation nouvelle. Alors que je luttais à l'étranger pour défendre les positions d'Israël dans le conflit israélo-palestinien, quelqu'un aux finances a décidé de réduire mon salaire et on m'a annoncé que mon salaire avait été réduit de 7 000 € et que je devais donc 7 000 € à l'État, a déclaré l'un de ses ambassadeurs qui a tenu à conserver l'anonymat. Réponse du ministère israélien des Finances: les ambassadeurs et l'ensemble des diplomates du ministère israélien des Affaires étrangères ont reconnu qu'ils avaient reçu des bonus de plusieurs milliers de dollars dans leur salaire au cours des dernières années sans que les impôts n'aient été prélevés. Et donc le site Ynet donne précisément en exemple le salaire de l'ambassadrice d'Israël à Paris, Aliza Ben Noun, qui a été réduit d'un seul coup de plusieurs milliers de dollars ou d'euros. Certains des ambassadeurs ont même reçu un salaire négatif le mois dernier et le site Ynet avance l'hypothèse que cette démarche du Trésor pourrait bien être liée à l'intention du Premier ministre de nommer un nouveau ministre des Affaires étrangères. On avait évoqué la candidature de Israël Katz, l'actuel ministre des Transports, à ce poste. Le Yediot Aharonot consacre les 3/4 de sa manchette ce matin à l'assassinat de Silvana Tzadgai, qui est une jeune fille érythréenne de 13 ans qui a été assassinée dans le sud de Tel Aviv par le compagnon de sa mère. Celui-ci est en fuite et la police le recherche activement. Cette jeune fille était connue des services sociaux de la municipalité de Tel Aviv. Et le Yediot Aharonot, qui avait déjà fait campagne au cours des derniers jours en faveur du combat mené par les femmes battues et qui avait même mentionné les noms des 22 femmes assassinées par des membres de leur famille depuis le début de l'année 2018. Le Yediot reprend après l'assassinat de Tzagai sa campagne et il affirme avec beaucoup de détermination, peut-être même avec une certaine précipitation, à propos des violences commises contre les femmes, la police israélienne est en pleine faillite. Fin de citation. Le Israël Hayom se fait l'écho d'une décision historique de la Cour suprême. La Cour a en effet statué hier que plus de 520 hectares de terre dans le Gush Etzion appartiennent légalement au Keren Kayemet les Israël. Les juges de la Cour suprême ont ainsi repoussé une requête des Palestiniens ou deux Palestiniens qui réclamaient la propriété de ces terres. Il s'agit de terres sur lesquelles le kibbutz de Rosh Tzurim avait été construit avant même la création de l'État d'Israël. Ce kibbutz avait été abandonné au moment de la chute du Gush Etzion, à la veille de la création de l'État. Et en 1996, le KKL avait réclamé, preuve à l'appui, la propriété de ces terres. Mais des Palestiniens du village voisin avaient eux aussi réclamé la propriété de ces terres. Et donc il a fallu 22 ans à la justice israélienne pour statuer. Et la Cour suprême a finalement reconnu la légalité de l'acquisition du KKL il y a de cela plusieurs dizaines d'années, bien avant même donc la création de l'État d'Israël. Et nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens par un titre qui nous concerne directement, on va dire ici à Kalita. Le Israël Hayom le mentionne ce matin sur une demi-page. Il s'agit de la conclusion d'un accord important entre le ministère israélien de l'Éducation nationale et Kalita. Il s'agit de la création d'un programme visant à permettre aux écoliers lycéens Olim de France d'être suivis, accompagnés durant leurs premières années d'intégration dans le domaine éducatif et dans le domaine social, dans diverses matières comme des aides de cours complémentaires, des ateliers et même un accompagnement personnalisé pour ces écoliers et lycéens. C'est selon le Israël Hayom, Naftali Bennett qui a tenu à promouvoir ce programme qui s'intitule « On se sent à la maison, Margishim Babaït ». Ce programme impliquera la nomination d'un coordinateur francophone dans chaque mairie
pour l'Alliade France et qui sera dont l'activité sera focalisée autour de l'éducation. Et ce programme appliquera également l'encouragement de jeunes Olim à participer aux activités de mouvements de jeunesse. Le but est donc de faciliter l'intégration des jeunes Olim et de leurs familles dans la société israélienne et de leur faire éviter les dangers d'une délinquance juvénile. Le Israël Hayom cite ce matin Ariel Kandel, le directeur général de Kalita, qui a expliqué que le passage de la France à Israël conduisait les jeunes Olim à s'interroger sur des problèmes d'identité et de statut social, et donc que ce programme devait permettre de faire face à ces problèmes et de répondre à certaines de leurs interrogations. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec le docteur Daniel Guggenheim pour parler économie. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.